à toutes et à tous, ici ou à distance. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Blandine Calcio-Godino, directrice écosystème et innovation de la Banque des Territoires. Je suis ravie de vous accueillir pour cet événement de lancement de Numérique 360. Alors, nous avons l'habitude au Hub des Territoires d'accueillir de très nombreux événements, et notamment autour des sujets de transition numérique des territoires. L'accompagnement des collectivités à l'utilisation de la donnée et du numérique pour piloter les politiques publiques est en effet une des mesures phares de notre plan stratégique. Nous menons depuis la création de la Banque des Territoires, mais aussi historiquement, des actions qui accompagnent les collectivités locales dans leur transition numérique. Plus particulièrement, vous le savez, la Banque des Territoires a investi dans les infrastructures numériques et soutenu le déploiement du très haut débit en France. Cela s'ancre dans une mission clé de la Caisse des dépôts, celle de soutenir des grands plans d'investissement dans les infrastructures. Une des priorités fixées d'ailleurs à la création de la Banque des Territoires en 2018, c'était d'avoir des territoires plus connectés. En 2018, il y avait environ 400 000 prises THD. Aujourd'hui, on est à 12 millions. Et la Banque des Territoires a apporté un soutien auprès de 80% des départements français à travers de l'ingénierie, des prêts et des investissements. Depuis maintenant plusieurs années, nous soutenons également l'offre, c'est-à-dire l'écosystème privé, en investissant dans des entreprises du secteur. Et mes collègues de la direction d'investissement, en association par exemple avec Action, ont soutenu récemment l'entreprise Eddy qui vise à déployer des offres de couverture indoor clé en main. Il s'agit maintenant d'accélérer encore davantage l'appropriation du numérique, le développement des usages. Et notre positionnement, c'est d'apporter une vraie valeur ajoutée aux collectivités avec en ligne de mire un seul et même objectif, un numérique utile, bien pensé, le plus sobre possible, bien sûr. C'est souvent un de mes messages premiers et toujours au service des territoires. Et notamment, nous venons de publier, en partenariat avec La Poste, notre nouvelle note de conjoncture Data, IA et cybersécurité dans les territoires. Et je vous invite à la découvrir en ligne puisqu'elle a été publiée cette semaine. En 2024, nous avons également accompagné des collectivités en ingénierie de projet, par exemple la ville de Marseille, qui, en souhaitant s'appuyer sur la data, voulait construire une méthodologie d'évaluation carbone des projets et de consolidation des données Scope 3. De même, nous soutenons des formations actions avec les interconnectés et la mêlée. Et pour aller encore plus loin, donc, nous avons souhaité développer un parcours d'accompagnement des collectivités au numérique, à la donnée et à l'IA. Son but, c'est vraiment de faire monter en compétences avec nos partenaires et en s'appuyant sur l'expertise de tout l'écosystème, les collectivités locales sur ces sujets afin de faciliter leur passage à l'action. Alors, à travers un parcours allant de la mise à l'agenda jusqu'à la réalisation, Numérique 360, c'est donc le nom de ce nouveau service de la Banque des Territoires. Eh bien, nous cherchons à soutenir la concrétisation de vos projets. Selon votre niveau de maturité et vos besoins, vous pourrez y retrouver des propositions d'action, des cas d'usage, de l'expertise, mais aussi une mise en relation avec des porteurs de solutions et de financement. Et c'est aussi ce que nous allons faire aujourd'hui au Hub des Territoires, partager des retours d'expérience et des solutions concrètes et favoriser les échanges, avec une première séquence permettant de dresser un état de lieu des usages du numérique et de la donnée par les collectivités. Ensuite, une deuxième séquence pour mettre en avant des retours d'expérience de territoire ainsi que des avis d'experts. Enfin, nous laisserons la parole aux industriels autour de témoignages d'entreprises mettant en lumière les solutions qui peuvent être retenues dans la mise en œuvre d'un projet numérique. Alors, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, les nombreux contributeurs en interne à la Banque des Territoires et plus particulièrement Jeanne et Diane dans mon équipe qui ont fait un travail incroyable pour à la fois rendre possible Numérique 360 en appui avec les équipes de Romain, mais également pour structurer cet événement aujourd'hui. Et puis également, évidemment, les contributeurs externes qui se sont mobilisés pour l'élaboration et le lancement de Numérique 360. Et bien sûr, tous nos partenaires qui ont contribué à organiser et à relayer notre événement aujourd'hui. Et donc, je vous remercie tous pour votre présence. Et avant de conclure, je vais encore faire une toute petite minute de publicité. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter du Hub des Territoires, je prends mon autre casquette, je vous invite à le faire. Elle est mensuelle. Vous allez retrouver tous nos éléments de programmation, tous nos événements. Et par ailleurs, le replay de cet événement sera bientôt disponible sur le site de la Banque des Territoires. Et maintenant, sans plus tarder, je passe la parole à Diane Collier, donc chargée de mission innovation territoriale et numérique à la Banque des Territoires. Merci Diane.
Et merci Blandine pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Moi, je suis Diane Collier, je suis chargée de mission Innovation territoriale et numérique à la Banque des Territoires et j'ai le plaisir d'animer et de vous accompagner aujourd'hui pour cet événement de lancement. C'est un événement qui marque le coup d'envoi d'une nouvelle dynamique, une dynamique qui est collective et qui pointe un enjeu crucial qui est celui d'accompagner les collectivités territoriales dans le pilotage des politiques publiques par la donnée. Alors à défi crucial, réponse chorale, on a voulu aujourd'hui que cet événement mette en lumière à la fois et donne la parole à la fois au territoire, aux experts, à l'écosystème, à nos partenaires, associations, élus de la filière, et je les remercie d'ores et déjà pour leur participation. Ils sont tous engagés au quotidien pour cette transition numérique des territoires et à leur accompagnement. Donc sans plus tarder, je propose de rentrer dans le vif du sujet et propose à Céline Colucci d'introduire cet événement. Céline Colucci, déléguée générale des Interconnectés, association émanant de France Urbaine et d'Intercommunalité de France, et dont la Banque des Territoires est partenaire depuis sa création. Alors Céline va nous exposer les différentes problématiques des territoires, revenir sur quelques succès, sur la transformation numérique des territoires, et mettre en évidence les points d'attention. Merci Céline. Bonjour, merci beaucoup Diane pour ce passage de relais et merci beaucoup à la Banque des Territoires de m'avoir invité à prendre la parole avec vous aujourd'hui. Effectivement, la Banque des Territoires, un partenaire de l'association Les Interconnectés depuis sa création, donc c'est toujours un plaisir de travailler ensemble. On m'a demandé de faire un petit rappel un petit peu du parcours des collectivités sur ces enjeux de numérique et de numérique responsable aujourd'hui. Peut-être un tout petit mot pour ceux qui nous connaissent pas encore. Donc, je suis Céline Colucci, déléguée générale de cette association Les Interconnectés. Nous sommes une association d'élus qui a la particularité de s'intéresser spécifiquement aux enjeux du numérique pour les collectivités territoriales et plus précisément de mettre le numérique au service des politiques publiques. Donc on est bien sur une vision politique du numérique où on souhaite sortir ce sujet des aspects purement techniques pour lui donner une dimension politique, stratégique et que ça vienne en appui aux missions des collectivités locales, aux missions qui sont effectivement les métiers des collectivités. Donc on porte ça de manière importante et notamment à travers une vision, j'en reparlerai un tout petit peu plus tout à l'heure, du numérique responsable qui nous paraît être la clé aujourd'hui pour porter des projets numériques de manière à ce que ça fasse sens et que ça participe à l'effort collectif sur l'ensemble de nos responsabilités. Petit rappel à la demande de Diane notamment sur d'où on vient finalement sur ces questions de numérique et collectivité. Quand l'association a été fondée en 2009, on parlait de haut débit. On parlait aussi de dématérialisation des formulaires administratifs, principalement c'était ça. Il y avait très peu de services et d'usage du numérique autre que ceux-ci. Et puis, progressivement, c'est allé assez vite. Nous, on était vraiment sur cette partie usage. Et petit à petit, on a vu apparaître des sites web, des adresses mail qui ont été utilisées. On a vu aussi les collectivités développer cette administration au service des usagers. Donc, ça a été le début de la relation aux usagers, la simplification des circuits de décision. Et puis, cette idée assez vite de médiation numérique. On était dans une logique d'un numérique émancipateur. On allait aider les gens à pouvoir faire des choses nouvelles, à être dans cette nouvelle dynamique d'innovation. On a une deuxième phase qui a été vraiment une phase de service, je dirais, avec des développements d'applications quotidiennes, de e-commerce. On était aussi sur les services des secteurs économiques avec le développement du commerce, mais aussi le tourisme, toute la vague e-tourisme à l'époque. Et puis la vague Smart City, peut-être une troisième séquence, où on a vu commencer à apparaître la question de la donnée. Finalement, c'est peut-être à ce moment-là, donc du côté usage, que vraiment c'est ressorti. Évidemment, la donnée était déjà un sujet depuis longtemps dans les collectivités, mais c'était plutôt l'apanage des services d'information géographique qui, eux, sont effectivement déjà sur ces logiques depuis longtemps. Mais la Smart City a permis de commencer à se projeter sur cette idée qu'on allait pouvoir utiliser ces données pour aménager la ville, repenser les services qu'on mettait en œuvre. Et on parlait de l'or noir de la donnée sur ces sujets. Dès l'origine, et on le retrouve encore aujourd'hui, les sujets, c'était la mobilité, la gestion des déchets, l'éclairage public,
la mise en place de réseaux aussi pour la télésurveillance, pour le pilotage aussi des services. On était d'ores et déjà dans cette idée qu'on allait pouvoir mettre en relation les différents services pour mieux les piloter, ce qui donne aujourd'hui des hyperviseurs, qui va donner demain également des jumeaux numériques sur lesquels on discute pour se dire comment je prévois, comment je modélise ce qui va arriver demain pour mieux penser mon aménagement urbain, pour mieux penser la suite. Donc voilà un petit peu pour aller très très vite. Aujourd'hui on en est, alors peut-être quelques chiffres juste pour situer rapidement. On a fait un baromètre nous qu'on fait tous les 2 ans, donc qui date de 2023. On voyait donc dans les grands sujets, l'administration numérique évidemment, c'est le premier historique sur le sujet. On a 73% des collectivités qui dématérialisent de bout en bout, donc on est quand même là sur quelque chose qui est très avancé. Petit bémol, c'est 42% pour les communautés de communes, on y reviendra, le delta entre les plus grands et les plus petits reste quand même une réalité en matière de numérique. Inclusion numérique, presque 70% des collectivités sont engagées sur des plans d'action sur le sujet. La cybersécurité aussi, 3e grand dans le triptyque des sujets en tête. 70% des collectivités ont des actions à minima de sensibilisation sur ces sujets. Par contre, voilà, les plans de reprise, etc., c'est un peu moins de la moitié. Et quand on arrive dans des plus petites communautés de communes, là, on descend bien plus bas, autour de 25% à peu près. Le numérique responsable, thématique nouvelle sur le volet sobriété numérique, mais avec la loi Rennes aussi, a pris de l'espace et bien pris en main, on a le sentiment du côté des collectivités, avec environ 60% de collectivités ayant engagé des démarches de transformation. Donc c'était il y a 2 ans, je pense qu'elles seront plus nombreuses aujourd'hui. Peut-être pour revenir sur la question de la donnée, on était dans une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on voyait que le service public de la donnée, l'inventaire des données, etc., restait quand même un petit peu à la peine, notamment sur la partie open data, par rapport aux obligations légales. On n'est pas au rendez-vous du 100% des collectivités soumises qui y sont, loin de là. Pourtant, on voit, et je pense que l'émergence de l'intelligence artificielle de manière très forte récemment redonne du sens à ces politiques et redonne de l'intérêt à s'intéresser à son patrimoine d'information parce qu'on va en avoir besoin pour tous les applicatifs qu'on est en train de regarder, parce qu'on se rend compte que quand on met une IA sur des données qui ne sont pas bonnes, le résultat est catastrophique. Donc évidemment, ça met en lumière aussi cette partie-là. Et effectivement, je reprendrai 2-3 chiffres de la note de conjoncture qui a été évoquée tout à l'heure, qui dit qu'effectivement que 92% des collectivités considèrent que la maîtrise de la donnée constitue un levier essentiel pour répondre aux enjeux environnementaux. Je crois que ça, c'est effectivement des choses qui sont des messages assez forts. Pour d'autres, 73% que la donnée va contribuer directement à l'amélioration de la qualité du service public. Donc ça aussi, on est quand même sur des leviers très forts. Et puis, évidemment, ces chiffres-là vont aussi évoluer en fonction de qui sont les collectivités qui s'en saisissent, puisque 59% veulent l'utiliser pour renforcer la gestion administrative quotidienne, mais il y en a aussi 55% pour les politiques de mobilité, pour les déchets, etc. Donc à chaque fois, en fonction de ses compétences, on voit bien là ce lien entre le numérique et les métiers de la collectivité et les problèmes à résoudre. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé aujourd'hui sur ce sujet. Quelques mots peut-être sur les freins. Évidemment, vous l'avez entendu dans les quelques chiffres que j'ai donnés, on voit bien qu'il y a une plus grande facilité pour les collectivités qui sont plus grandes de pouvoir s'approprier ces sujets-là. C'est une question de moyens financiers, c'est une question de compétences et c'est une question d'ancienneté sur les sujets. Alors, ça ne veut pas dire que quand on a une plus petite collectivité, on ne peut pas y aller. L'avantage, c'est qu'on bénéficie aujourd'hui de l'expérience de tous ceux qui ont essuyé les plâtres des 10 dernières années. Parce qu'en 2009, quand on voulait faire du numérique sur téléphone mobile, il fallait un peu s'accrocher, c'était pas complètement au point. Il n'y avait pas de standard qui marchait. Donc aujourd'hui, la technologie est vraiment au point, va beaucoup plus vite. Donc on a ce point-là, mais effectivement, il y a des freins majeurs qu'on peut quand même identifier. Un frein financier. Et c'est vrai que le contexte budgétaire actuel est évidemment un élément qui ne va pas aider forcément. Donc il va falloir faire des choix. Et faire des choix sur des projets les plus utiles possibles qui répondent à des véritables problématiques. On a peut-être, encore moins qu'avant, la possibilité de faire pourvoir, mais plutôt pour être vraiment dans une réponse à des problématiques. L'autre point hyper important, c'est la question des compétences.
Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille aussi avec la Banque des Territoires. On l'avait dit, on a mis en place une formation action pour que les plus petites collectivités puissent utiliser la donnée au service de leur métier. On voit que ça fonctionne et que ça peut vraiment donner de l'élan. Mais il y a vraiment un programme de formation important à voir et l'inclusion numérique pour tous, la montée en compétences pour tous est évidemment essentielle. On est nombreux parmi les associations d'élus à vouloir porter très fort ces éléments-là. Autre point, peut-être pour revenir rapidement sur les facteurs clés de succès. Donc effectivement, il faut se former, il faut continuer à avancer. Il y a le partage entre pairs, évidemment, qui est hyper important et tout le travail qui est fait ici, évidemment, participe de cela. Il y a aussi l'idée de mutualiser, c'est-à-dire que quand quelqu'un a fait quelque chose, de pouvoir idéalement s'en saisir pour se l'approprier et avancer, gagner du temps. Les structures de mutualisation que sont les intercommunalités qu'on représente, nous, évidemment, ont un rôle à jouer, mais notamment pour les plus petites, les OPSN, les syndicats jouent pleinement leur rôle d'appui et ils sont indispensables également pour que ça puisse fonctionner. Ce qu'il faut voir peut-être en 2 mots, c'est que aujourd'hui, on est peut-être dans un moment de maturité où effectivement le numérique a des promesses fortes, a montré sa capacité à faire. On a vu aussi émerger les externalités un peu négatives. On s'est rendu compte du coût que ça a. On s'est rendu compte que ça peut créer de l'exclusion auprès de certaines populations. On s'est rendu compte d'un impact environnemental très fort. Donc c'est pour ça que des lois comme la loi Rennes, par exemple, ont permis de prendre connaissance et de muscler l'action des collectivités sur cette question de sobriété numérique. Et on est probablement là dans un moment où aussi le risque cyber, chaque collectivité aujourd'hui est très consciente de ce risque-là, donne à voir qu'il faut faire du numérique avec sérieux et l'intégrer véritablement comme un axe stratégique des politiques publiques. C'est plus un à côté, mais vraiment, on voit que ça s'inscrit de manière durable dans les stratégies des collectivités. Et c'est vraiment ce que porte la commission numérique des interconnectés, cette notion d'un portage politique, d'un numérique responsable, et j'en finirai là-dessus. Le numérique responsable, c'est aussi une manière de mettre ensemble les différents axes des politiques publiques, de mettre ensemble les différentes feuilles de route des collectivités qui étaient séparées jusqu'à présent. On traitait la data d'un côté, on traitait la loi Rennes de l'autre, on se disait qu'il fallait faire un peu d'inclusion, on faisait un peu de smart city. Tout ça était un petit peu effiloché parfois dans les collectivités. Aujourd'hui, avec ce chapeau commun de numérique responsable, on peut mettre ensemble les feuilles de route, donner de la cohérence. Et dans le numérique responsable, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le levier responsabilité sociale. Donc ça va inclure tout ce qui est inclusion numérique, participation des citoyens à ces transformations, pour que la transformation soit aussi acceptable, appropriable. Le volet environnemental, je l'ai dit tout à l'heure, mais cet enjeu de sobriété est extrêmement fort. On voit bien que la progression du numérique peut être exponentielle si on n'y prend pas garde. Donc il y a vraiment un enjeu fort de ce côté-là. Et troisième volet, un volet éthique, un volet qui permet de protéger effectivement les gens. Donc le volet cybersécurité est évidemment dedans, mais on retrouve aussi toutes les règles sur la protection générale des données, les règles que sont aujourd'hui nos socles en matière européenne aussi. On a des règlements sur la data, sur l'IA, sur lesquels on peut s'appuyer et qui peuvent permettre de recréer un espace de confiance et des éléments de filtre pour se dire j'y vais pas. Et le dernier point, je pense que c'est le point qui nous réunit tous ici aujourd'hui, c'est vraiment cette notion d'un numérique utile, vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, l'idée que c'est là pour résoudre une problématique, c'est là aussi pour accompagner les métiers et les politiques publiques de fond des collectivités, et c'est bien là-dessus qu'on va pouvoir trouver les leviers pour faire. Le champ des possibles est énorme. Je pense que c'est aujourd'hui à chaque collectivité dans ce temps de maturité, à chaque acteur ou chaque groupe d'acteurs, de pouvoir trouver ces angles prioritaires d'action. Et en ce sens, l'approche qui est proposée aujourd'hui par Numérique 360, par une approche thématique, par une approche de transfert de compétences, d'exemples et de ressources disponibles en fonction des différentes approches, me paraît aller pleinement dans ce sens-là. Donc merci à vous de proposer cet outillage qui permet aussi d'aider ceux qui débutent aujourd'hui ou ceux qui ouvrent une nouvelle page de transformation au numérique, de pouvoir être aidés dans cette transition. Merci.
Merci beaucoup Céline Colucci pour cet exercice qui est jamais évident, mais qui est nécessaire de savoir pourquoi on fait les choses. Et c'était important pour nous à la Banque Territoire de revenir sur cet historique, de revenir sur quelles sont les problématiques, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour voir quels sont les éléments de réponse que l'on peut apporter. Alors aujourd'hui, c'est l'événement de lancement de Numérique 360, mais qu'est-ce que Numérique 360 ? Alors je vous propose avant tout de regarder une petite vidéo, puis je vous en dis quelques mots juste après. Je pense que les images pourront mieux parler d'elles-mêmes. Hop. Vous voulez optimiser la gestion des déchets et les flux routiers sur votre territoire ? Ou peut-être mieux détecter les feux de forêt ? Les solutions numériques existent. Certes, mais il n'est pas toujours facile de s'y retrouver et de passer à l'action. La bonne nouvelle, c'est qu'un parcours digital a été créé spécialement pour vous afin de lever ces freins et répondre aux besoins des collectivités. La Banque des Territoires s'engage ainsi aux côtés d'un réseau de partenaires sur l'accompagnement à la transition numérique, mais aussi à une gestion souveraine et durable de la donnée. Avec la plateforme Numérique 360, vous êtes accompagné à chaque étape de votre projet, de la réflexion jusqu'à la réalisation. Sur la page d'accueil du site, vous pourrez accéder aux thématiques qui vous intéressent. Transition écologique et énergétique, attractivité et aménagement, citoyens et solidarité, mobilité, ou encore gouvernance et socle technologique. Une fois dessus, vous pourrez vous laisser guider en suivant pas à pas les différentes étapes. Étape 1, je me lance sur le numérique et les données. Si vous êtes à l'étape de la réflexion, vous retrouverez dans cette partie des propositions d'actions simples, concrètes et rapides à mettre en œuvre. Dans la thématique transformation écologique et énergétique, vous découvrirez par exemple comment la donnée peut se mettre au service de la prévention et de la gestion des risques naturels. Intéressant, mais je ne suis pas un expert du sujet, moi. Étape 2, je m'inspire d'autres projets. Justement, dans cette partie, vous accéderez à des interviews, des retours d'expériences de projets menés par les collectivités. Saviez-vous que le département de la Sarthe détectait les départs de feu avec des caméras et de l'IA ? Sur Numérique 360, on vous explique comment. Étape 3, je maîtrise les compétences clés sur mon projet. Dans cette partie, vous retrouverez des études de la Banque des Territoires et de ses partenaires sur des sujets variés tels que le fonctionnement d'un capteur de qualité de l'air ou encore sur les cas d'usage possibles de l'IA dans les collectivités. Étape 4, je fais les diagnostics, décide et planifie mon projet. Mais quand est-ce que mon projet se concrétise vraiment ? Eh bien, une fois que vous avez pu mieux appréhender les enjeux grâce à des outils pour adapter votre projet numérique et data, vient ensuite l'étape 5, je mets en œuvre mon projet. Vous accéderez ici à une place de marché sur laquelle vous retrouverez des offreurs qualifiés pour répondre à vos besoins. Comment ? Grâce notamment à une palette de filtres. Si vous souhaitez améliorer la gestion des déchets, vous pouvez ainsi sélectionner les entreprises qui proposent ce service dans votre département. Et une fois les offreurs identifiés, vous n'aurez plus qu'à les contacter via une demande de rendez-vous facilitée. D'ailleurs, les entreprises sont encouragées à rejoindre notre place de marché, l'inscription est facile et cela peut représenter un levier commercial intéressant. J'ai identifié des prestataires pour mon projet. L'accompagnement est-il terminé ? Pas si vite, vient enfin la dernière étape, le passage à l'action. L'étape 6, je finance mon projet. En fin de parcours, vous trouverez ainsi des pistes de financement pour votre projet, qu'elles soient de la Banque des Territoires ou d'autres acteurs. Numérique 360, c'est finalement une plateforme qui permet de mettre la transition numérique et les données au service de votre territoire grâce à des contenus personnalisés et un parcours dédié, quelle que soit l'échelle et la complexité du projet. Vous avez une idée de projet numérique à explorer ? Alors rendez-vous sur Numérique 360. On vous dit à très bientôt. Alors voilà pour la petite vidéo de présentation. J'espère qu'elle était assez pédagogique. Vous l'avez compris puisque ça a été dit à de nombreuses reprises. Numérique 360, c'est avant tout un parcours digital avec différentes étapes. Et l'objectif, c'est d'accompagner les collectivités, quelles que soient leurs attentes dans la construction du projet, avec des points d'entrée par politique publique. On l'a vu, transition écologique, énergétique, mais on a 4 autres thématiques également. Et de rentrer par les problématiques de politique publique et à chaque étape de trouver un élément de solution, un contenu, un retour d'expérience, une entreprise, de faire son sourcing et qui va nous permettre derrière d'avancer dans le projet.
Alors, ce que vous voyez là sur la vidéo, mais ce que vous pouvez voir aussi en ligne, c'est qu'une première version. Comme tout projet digital, ça a vocation à être enrichi. Il va falloir que ce soit animé, et cela avec l'écosystème. Et on va être aussi, bien entendu, à l'écoute des utilisateurs, en premier lieu des collectivités, des entreprises, pour apporter des évolutions et puis des améliorations à cette plateforme digitale-là. Notre objectif dans l'animation, c'est de pousser du contenu adapté, bien sûr en étant à l'écoute des territoires et de l'écosystème. On a pour objectif de mettre 2 contenus en ligne par semaine. Donc on va essayer de tenir cet objectif-là et de pouvoir, par ces contenus, rendre service finalement à ceux qui font au quotidien. Vous l'avez vu dans le parcours, on a des retours d'expérience et puis on a des contenus d'experts, des contenus pédagogiques, des fiches actions. L'événement d'aujourd'hui, c'est l'événement de lancement de Numérique 360, mais c'est aussi un événement qui a vocation à incarner finalement ce qu'on a cherché à digitaliser sur cette plateforme-là. Et donc l'intervention de Céline Colucci nous a donné un point de vue expert et aussi un point de vue des territoires, et c'est ce type-là de contenu qu'on pourra retrouver sur Numérique 360. On pourra aussi retrouver le point de vue industriel, on pourra retrouver donc les entreprises via la place de marché, vous l'avez vu sur la petite vidéo, et puis on pourra retrouver aussi ces retours d'expérience de collectivité. Et donc pour cela et pour être cohérent dans notre événement, j'invite les collectivités et puis l'AVICA et la FNCCR à me rejoindre sur place. Et puis l'objectif, c'est que vous puissiez découvrir sous ce format de retour d'expérience 2 projets. Et donc j'invite les participants à me rejoindre. Merci. Merci, merci Diane, merci de nous avoir conviés à participer à ce lancement. Alors on va se positionner, voilà, comme on peut. On peut rester debout. Alors, tout à l'heure, on a vu à travers la présentation de Numérique 360 comment on fait pour monter un projet quand on part un petit peu de zéro. Là, on va faire du reverse engineering, donc on va partir d'un certain nombre de projets qui sont déjà en cours, qui ont déjà été lancés, pour voir comment ils ont été faits justement, et on va essayer de faire un petit peu le lien entre les deux. Alors, pour dérouler ce programme, nous avons autour de la table Maxime Delplanque qui est à côté de moi, donc chef de projet Vendée Numérique Connectée, Jean-Luc Salabéry, donc chef du département numérique de la FNCCR, Caroline Defoe, directrice du projet Connect Chalon, Philippe Raymond, directeur général adjoint à l'aménagement, environnement et services techniques de la ville et de l'agglo de Chalon. Et pour terminer, Antoine Delaunay, président de Manche Numérique et membre du conseil d'administration de l'AVICA. Alors Maxime, ma première question, elle va être pour vous. Vous êtes lancé dans un projet très ambitieux, baptisé Vendée Territoire Connecté, qui inclut... Merci beaucoup. Qui inclut le déploiement d'un réseau d'objets connectés et la mise en place à l'échelle du département d'un jumeau numérique qui sera alimenté entre autres par ce réseau IoT. À quelle problématique répond ce projet et à travers quel cas d'usage ? Bonjour à tous. Alors peut-être pour replacer Vendée Territoire Connecté, en fait il s'agit d'un projet informel qui rassemble l'ensemble des acteurs publics vendéens ainsi que le label French Tech qui est à l'échelle départementale en Vendée, et qui a pour objectif de mettre en œuvre des projets numériques mutualisés à l'échelle départementale. Du coup, effectivement, au regard des besoins exprimés par le territoire, on s'est dit qu'il y avait un intérêt à déployer un réseau d'objets connectés avec la technologie LoRa, ainsi qu'un jumeau numérique mutualisé à l'échelle départementale. Et tous les besoins, en fait, sont assez lié à la notion de transition écologique, préservation des ressources, maîtrise des consommations énergétiques. Et donc, les cas d'usage qui ont été identifiés, c'est principalement lié à la télérelève de l'eau en mobilisant le LoRa, la consommation énergétique des bâtiments. Et sur la partie jumeau, le premier cas d'usage demandé par le syndicat d'énergie qu'est le SIDEF, c'est se doter d'un cadastre solaire pour favoriser le déploiement de l'énergie solaire en Vendée. D'accord.
Philippe Raymond, Connect Châlons est un projet de territoire connecté et durable qui englobe 4 collectivités, donc Châlons en Champagne, Fagnières, Saint-Martin-sur-le-Pré et une partie de l'agglo de Châlons. Ce projet vise à mettre en place des outils numériques pour une gestion durable et décarbonée du territoire. Quels sont les cas d'usage ciblés et de quel existant êtes-vous parti? Parce que vous n'êtes pas parti de rien. Alors, je vais vous parler un peu de l'existant et puis je laisserai Caroline compléter sur les cas d'usage. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, peut-être un point aussi sur l'agglomération et la ville de Châlons-en-Champagne, qui est dans la Marne, à pas confondre avec Chalon-sur-Saône, puisque souvent on la confond, et qui regroupe 46 communes pour cette agglomération et 82 000 habitants. Voilà. Pourquoi un projet Connect Châlons sur notre territoire? Un petit historique, je vais essayer de faire rapide, mais c'est un projet qui est né en fait d'un préalable. En 2014, on a mis en place une gestion de la relation citoyen qui nous a été demandée par nos élus. Et dans le cadre de cet état des lieux, en définitive, on a développé une gestion complètement avec la mise en place d'un service d'ambassadrice, également d'identification de 700 processus dans nos collectivités et finalement une centaine d'agents qui sont référents en fait sur la gestion de la relation citoyen. Et cette histoire a fait en sorte que ça fait partie de l'ADN de nos collectivités et c'est un ADN numérique qui a d'ailleurs été récompensé par les interconnectés en 2017. Donc je trouve que c'est la bonne liaison avec l'introduction de tout à l'heure. On a eu un label territoire innovant et de par ce constat, on s'est retrouvé à aller plus loin avec une commande politique de la part du maire de la ville de Châlons et des élus. Je pense à Émilie Mottet qui est dans la salle. En définitive, l'idée, c'est de continuer à développer le numérique sur nos territoires. Et donc, on a eu cette commande qui a été lancée en 2018 et on a abouti en 2023. Donc, on a mis 5 ans à aboutir. Donc, peut-être un retour d'expérience, c'est ce qui intéresse en tout cas les personnes qui écoutent, c'est qu'il faut prendre le temps. Ça nécessite beaucoup de concertation, aussi bien avec les agents, pour les mettre autour de la table, bien comprendre les besoins des uns et des autres. Ça nécessite aussi de se faire accompagner. Donc on a pris le temps de se faire accompagner avec un groupement qui est un cabinet qui était constitué d'un acteur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est Actis, pour pas le nommer, et de la CET, pour pas faire de pub à la Banque des Territoires. Et donc, il faut prendre le temps, étudier tous ces cas d'usage, étudier également pourquoi on fait ce type de projet, avec quel type de marché public, mais je crois que vous avez une question sur ce sujet un peu plus tard. Voilà, donc, et on s'est lancé, et on est en exercice depuis 1 an et demi, et je vais laisser la parole à Caroline, ma camarade de jeu. Ouais. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Simplement pour résumer, Connect Châlons, ça s'appuie sur 3 volets majeurs. D'abord, la construction d'un socle SI avec une base de centrale de données et de services, de nouveaux services, pour 7 métiers que sont l'éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, les réseaux, la vidéo, le patrimoine, le cadre de vie. Certainement, j'en oublie également d'autres. Donc, avec des cas d'usage qui vont répondre à chacun de ces métiers. Donc, en parallèle de la construction de ce socle-ci, on va doter chacun de nos métiers d'un superviseur métier, d'une application métier qui sera elle-même couplée à l'installation de capteurs qui vont nous permettre de télégérer simplement nos équipements, avec notamment des cas d'usage en vidéoprotection, par exemple, un logiciel qui s'appelle Vintix, qui va non seulement nous permettre de gérer l'état des équipements,
mais aussi d'avoir de l'intelligence artificielle nous permettant d'identifier, par exemple, une suraffluence dans certaines rues à certaines heures, des voitures qui roulent à contresens ou bien des dépôts sauvages avec jusque le degré de granularité qui vous permet d'identifier un frigo, un carton ou un autre objet. Donc ça, ce sont quelques cas. Il y a évidemment la télégestion de l'éclairage public, de la signalisation luminostricolore également. Le tout étant, pour essayer de faire un peu court, centralisé, sera remonté dans un hyperviseur lui-même installé dans un futur PCC qui nous permettra de contrôler les états des équipements et aussi de centraliser dans un futur, disons plus ou moins proche selon les métiers, toutes les demandes d'intervention, donc de centraliser réellement et de coordonner les demandes d'intervention. Merci. Maxime, je reviens vers vous. Parmi les partenaires de Vendée Territoire Connecté, on trouve entre autres GeoVendée, qui est le portail géographique de la Vendée. Comment s'est fait ce rapprochement et qu'apporte GeoVendée à Vendée Territoire Connecté ? Alors, c'est vrai qu'on a parlé du réseau LoRa et du jumeau numérique, mais la philosophie de notre projet, c'était ce qu'on appelle consolider le socle technique numérique. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se doter sur toute la chaîne de valeur de la donnée de nouvelles infrastructures ou de nouveaux services répondant aux besoins des collectivités. Il se trouve que GeoVendée, qui existe depuis quasiment une vingtaine d'années aujourd'hui, qui est né de la cartographie, aujourd'hui travaille avec les collectivités plutôt sur la data. Et ça depuis déjà quasiment une dizaine d'années. Et en fait, on se rend compte que le plus petit dénominateur commun quand on parle de numérique, c'est bien la donnée. Ça a été dit par Madame Colochi tout à l'heure. Et en fait, l'intérêt est très rapidement, on s'est dit avec GeoVendée, il faut qu'on arrive à travailler ensemble parce que les données LoRa, on peut les utiliser certes pour récolter de la donnée, faire du pilotage d'équipements, etc., mais également les croiser avec d'autres données, ce qui est le métier aujourd'hui de GeoVendée. Et donc très naturellement, en fait, le lien s'est fait quand on a écrit le projet ensemble. Ils ont 1,2 milliard de données, je crois. De transit de données, effectivement. Voilà, donc je peux peut-être avancer sur les questions. GeoVendée a développé en interne ce qu'ils appellent GVLive, qui est en fait une plateforme d'interopérabilité qui permet de lier tous les SI des collectivités. Et donc du coup de pouvoir mettre en place, de standardiser des bases de données. Typiquement, ce qui est en cours, c'est la base de données du bâti. C'est-à-dire que tout bâtiment public, aujourd'hui et demain, est référencé avec des attributs qui sont clairement identifiés, qui sont remplis de la même manière par toutes les collectivités. Et demain, quand on va mettre des capteurs LoRa, par exemple, on sera adressé n'importe quel bâtiment public en Vendée. Alors, à Connect Chalon, vous avez fait le choix de partir sur une formule d'un marché global de performance sur une durée d'une douzaine d'années. Alors, comment ce choix s'est-il fait ? Est-ce que vous avez échangé avec d'autres collectivités qui s'étaient déjà lancées sur le même type de contrat ? Oui, on est allé rencontrer les projets qui étaient déjà naissants ou déjà en place, notamment Dijon, à Dijon. On les a rencontrés à plusieurs reprises, qui ont mis en place ce type de marché. Alors, à l'époque, c'était ce qu'on appelle un CREM. On est allé voir Angers également. Alors un CREM, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est un marché public qui permet de faire de la conception, réalisation, exploitation, maintenance d'infrastructures. Et on est aussi allé voir donc Angers, qui est plutôt parti sur un marché global de performance. Nous, on a hésité entre différents types de marchés. En tout cas, on a regardé ce qu'il était possible de faire. Globalement, vous avez 3 marchés publics différents. Vous avez la concession, donc avec la délégation de services publics, qu'on a écarté assez rapidement. Et puis après, vous avez le marché de partenariat qui est l'héritier du PPP, du partenariat public-privé. Et puis donc le marché global de performance. Assez rapidement, la commande était de réaliser un projet smart, donc en utilisant les économies d'énergie qui permettraient de financer finalement tous les outils et tout le socle numérique dont on avait besoin dans le cadre de ce projet. Et donc assez rapidement, on s'est dit que le marché global de performance était l'outil juridique idéal. Il faut se faire accompagner par des cabinets d'avocats, c'est ce qu'on nous avons fait d'ailleurs.
Voilà. Alors après, il y a un dilemme quand même sur le marché global de performance, c'est que vous êtes obligé d'investir en tant que collectivité et donc d'endetter votre collectivité, contrairement au marché de partenariat où finalement c'est le tiers qui investit pour vous et vous lui payez un loyer tous les ans. Donc ça, c'est aussi un choix qu'il faut faire en fonction des capacités des collectivités. C'est un choix à faire parmi un arbitrage parce que le projet Smart City n'est pas le seul projet porté par la collectivité, en l'occurrence, qui a une PPI. Et donc voilà, il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc voilà comment on a décidé. Alors, il existe aussi un autre type de marché dont je n'ai pas parlé, et on était allé voir aussi ce qui était possible de faire, c'est le contrat de partenariat d'innovation, mais qui est limité à 1 million d'euros en fait, et je crois qu'il a été mis en place dans une collectivité vers le Luxembourg, la communauté de communes du pays au Val d'Alzette. Voilà, vous connaissez probablement mieux que moi. Voilà. Donc voilà comment s'est fait ce choix. Et finalement, on est parti sur le marché global de performance. Et donc, on a des critères de performance assez draconiens pour le titulaire du marché, puisqu'il s'engage à réaliser, par exemple, 80% d'économie d'énergie sur notre parc d'éclairage public, mais également 30% d'économie d'énergie en moyenne sur nos bâtiments avec la mise en place de systèmes de GTB, GTC. Pour répondre d'ailleurs au décret Bax. Et donc voilà, c'est des engagements forts pour le titulaire du marché sur lequel nous avons intérêt à être vigilants et à toujours vérifier que ces engagements sont tenus, sachant que s'il ne tient pas ses engagements, il a un malus, et s'il tient ses engagements, voire plus, il a un bonus. Voilà, qu'on partage d'ailleurs. Rappelez-nous le montant total du projet. Le montant total pour les 4 collectivités est de 35 millions hors taxes sur 12 ans. Donc une volonté aussi de faire un marché sur 12 ans et non pas peut-être 4, 8 ans, parce qu'on a pris aussi le parti d'avoir un vrai partenariat avec le titulaire du marché, donc de travailler vraiment main dans la main. Et donc on a estimé que sur 12 ans, c'était une durée nécessaire et suffisante, en ayant à l'esprit que nous avons mis en place aussi dans le cadre de notre cahier des charges une réversibilité. Et on est très attentif à cette partie-là, c'est-à-dire qu'on veut à tout prix ne pas avoir une boîte noire en face de nous à la fin, le titulaire du marché, et on se retrouve avec quelque chose dont on ne sait pas se servir. Alors on a une petite particularité sur notre collectivité, c'est la capacité à développer en interne. Alors je parle un tout petit peu en connaissance de cause, je suis ancien directeur des systèmes d'information. Et donc on a pris le parti de développer avec le titulaire en open source toute la partie hypervision du projet, même s'il y a plein d'outils sur étagère. Donc c'est pas un outil sur étagère, c'est un outil qu'on développe en partenariat avec le partenaire et dont on aura la maîtrise totale et complète, et on diffusera les sources d'ailleurs de cet hyperviseur au fur et à mesure de la montée en version de l'outil. J'ai été trop long. Alors tout à l'heure, on a vu avec la présentation de Numérique 360 comment certaines ressources pouvaient aider à inspirer, à guider un petit peu un projet. Alors j'ai envie de vous demander, d'abord Maxime et ensuite Philippe Raymond, comment vous avez monté votre projet, avec quels partenaires, avec quels outils et avec quelles sources d'inspiration? Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit comme parcours dans Numérique 360 ? Alors, nous, on a démarré déjà par mettre en place une gouvernance, donc la fameuse gouvernance de VTC dont je vous parlais tout à l'heure. Se dire de quoi on a besoin ensemble. Après, ça a été des enquêtes au niveau du territoire, bien réussir l'expression des besoins. Donc ça, c'était le premier pan. Le deuxième, ça a été effectivement de chercher aussi des retours d'expérience de la littérature. Donc, je pense notamment aux études de la Banque du Territoire sur les jumeaux numériques, à l'étude IoT de France Stratégie, et également l'annuaire de la Banque des Territoires qui a permis d'identifier, de sélectionner aussi des experts dans différents domaines pour pouvoir bien être aiguillé et puis être sûr que ce qu'on imaginait était réalisable et dans quelles conditions c'était réalisable. Philippe, sur les outils,
Les sources d'inspiration, les ressources? Alors, les sources d'inspiration avant le projet, on a aussi regardé l'état de l'art, on a regardé l'Observatoire de la Smart Artistique, qui avait été édité aussi par le cabinet Tactis à l'époque. On est allé rencontrer d'autres territoires. On s'est entouré, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, de gens dont c'est le métier. Et surtout, on a mis aussi en place assez rapidement une petite équipe projet pour gouverner tout ça. Une élue référente, même si elle ne veut pas trop que j'en parle, en charge du projet. Et une animation, en tout cas en interne, pour en fait avoir tout le temps les meilleures idées et puis être un peu critique aussi sur l'ensemble des propositions qui sont faites. Parce qu'il y a des bonnes idées et puis il y en a des mauvaises aussi. Antoine Delaunay, Manche Numérique a également une longue histoire de construction de territoires connectés et durables qui a commencé par les infrastructures de communication. Maintenant, vous êtes plutôt focalisé sur le passage à l'échelle de plusieurs cas d'usage que vous avez expérimentés au préalable et vous avez largement fait la bascule entre l'approche infrastructure qui était celle de Manche Numérique au départ à une approche plutôt data et à l'approche plutôt service. Quelle est, au moment où on se parle, la photographie du projet de Manche Numérique, du projet de territoire connecté et durable de Manche Numérique? Bonjour à toutes et à tous. Alors, la bascule, on est en train de la faire. On a encore un petit sujet sur la construction d'un réseau. Manche Numérique a une particularité, c'est qu'on construit le seul réseau départemental 100% RIP en France. C'est le fruit de l'histoire. C'est une vraie richesse aujourd'hui, parce qu'on aurait une souveraineté totale sur notre réseau, mais ça a été un petit peu compliqué à lancer. Il y a encore 2 ou 3 petites choses à terminer. Ce qui explique qu'on ne s'est pas lancé très tôt sur le projet de territoire connecté, parce qu'on avait ce sujet dans un département assez rural de d'abord raccorder l'ensemble des communes avant de venir leur proposer la construction d'une autre infra. Ce qui a déclenché les choses, c'est l'appel à projet sur les territoires connectés qui a été lancé il y a 2 ou 3 ans. Et ça a vraiment déclenché les choses chez nous, parce qu'on a choisi de ne pas y répondre. Alors, les agents, les services, eux, voulaient absolument y répondre. Ils étaient au taquet quand ils ont vu ça. Ils ont dit, mais il faut qu'on y aille. Parce qu'en réalité, comme on a fait les choses seuls chez nous, on est peut-être allé un peu plus vite que d'autres sur certains sujets. On arme notamment depuis assez longtemps déjà un centre d'hébergement de données, un data center, 2 d'ailleurs, parce qu'on exploite en parallèle celui du département, à la base pour nos propres besoins. On a commencé à le développer en construisant une offre de services à destination des collectivités du territoire sur des toutes petites communes, voilà, pour passer de la sauvegarde des données sur la clé USB branchée sur l'ordinateur du maire à une solution de sauvegarde chez nous, et puis permettre aussi le rétablissement des données en cas de cyberattaque. On a une offre, on est opérateur de services à travers Manche Numop. Voilà, il y avait une carence de l'initiative privée sur le département de la Manche à un moment. On s'est faufilé et on propose aux collectivités un accès à Internet, une offre de téléphonie IP, de la cybersécurité et différentes choses, et puis aussi de l'interconnexion de sites, une offre que l'on va réellement bâtir avec eux. C'est pas une offre sur étagère, c'est pas simplement recommercialiser une offre d'opérateur privé. Donc effectivement, les services nous disaient, et puis un cœur de réseau qu'on continue à exploiter, et les services nous disaient, il faut y aller, on a tout ce qu'il faut pour bâtir un projet de territoire connecté. Et les élus, on a dit non, pas tout de suite, parce qu'on avait le sentiment qu'on allait au-devant des ennuis si on se rendait dans nos petites communes rurales en parlant de Smart Cities à des maires qui sont bien loin de ce genre de préoccupations, et qui, encore une fois, attendaient avant tout qu'on leur apporte la fibre en tout point de leur territoire, comme on s'est engagé à le faire depuis un certain temps. Alors on a fait la démarche inverse, plutôt que d'aller chercher les financements publics et de bâtir une infrastructure et ensuite d'aller chercher des usagers, on est allé susciter les besoins auprès des collectivités. On a pris notre bâton de pèlerin, c'est vraiment la politique du aller vers. Et dans un territoire rural, ça compte beaucoup, à tout point de vue. On a discuté avec les élus, on a identifié leurs besoins et puis on leur a fait prendre conscience qu'en face de ces besoins, on pouvait mettre un cas d'usage d'un réseau sur un réseau connecté. On a organisé un petit voyage d'études à Saint-Étienne en collaboration avec le Ciel 42, où on a emmené des binômes élus de PCI et agents, et ça c'était la condition sine qua non, qu'il y ait un binôme élu-agent pour que les agents puissent discuter avec leur
du département de la Loire, qu'ils puissent challenger les solutions techniques qui avaient été retenues, et puis que les élus puissent discuter d'élu à élu, de président de PCI à président de PCI. Mais les présidents de PCI dans un territoire comme le nôtre, ils sont aussi souvent maires de petites communes rurales, et donc de maires de communes rurales à maires de communes rurales. Et tout d'un coup, la Smart City, le projet de territoire connecté, ça a pris sens pour eux sur des sujets extrêmement simples, mais des sujets du quotidien pour une petite commune, qui effectivement peuvent permettre d'améliorer la gestion publique et le service aux concitoyens. Puis une fois qu'on est revenu dans la Manche, on avait un accord de principe, un véritable intérêt pour ça. On a continué à faire le tour, on a continué à discuter et on a commencé à bâtir un projet mutualisé que l'on construirait sur l'ensemble du département avec l'ensemble des collectivités et un projet basé sur la péréquation. C'est-à-dire qu'on aurait un accès égal à la fois pour les grands EPCI, mais aussi pour la petite commune. Un grand EPCI qui peut avoir plusieurs milliers d'objets connectés à brancher, et une petite commune qui va avoir simplement 2 ou 3 capteurs de remplissage d'un point d'apport volontaire, d'ordures ménagères ou de qualité de l'air dans sa salle des fêtes. On ne l'a pas bâti tout seul, ce plan. On a fait appel à des cabinets spécialisés pour challenger la faisabilité technique, le mode de gouvernance et puis le plan de financement. On a formalisé ça dans un schéma directeur des réseaux d'objets connectés qu'on a mutualisé, qu'on a mis à la disposition des uns ou des autres. C'était d'ailleurs la condition sine qua non pour que la Banque des Territoires, à travers Antoine Darro, nous apporte un peu de financement pour pouvoir bâtir cette première étape. Et puis à partir de là, on a refait le tour de nos EPCI et on a mis en place une phase d'expérimentation en bâtissant. Alors on a fait le choix d'un réseau LoRa, c'est ce qu'on envisageait, mais le SDROC qu'on a mis en place avec nos partenaires a permis de conforter ce choix, porté par notre syndicat mixte. Là aussi, ce choix initial a été conforté et on est en train d'installer quelques gateways sur le département avec des cas d'usage relativement simples pour montrer que ça fonctionne. Et puis parallèlement, on discute avec les EPCI. Le premier cas d'usage qu'on retient, c'est la télérelève des compteurs d'eau. Non pas parce qu'on a un intérêt particulier à la télérelève des compteurs d'eau, mais parce que ce sont des cas d'usage extrêmement importants et qu'on sait que si on arrive à embarquer les EPCI du département sur la télérelève des compteurs d'eau, on aura assuré le financement de notre infra que l'on voudrait amortir sur quelques années, 5-6 ans, avec un coût de financement pour un prix d'entrée pour les collectivités à l'objet. Voilà, donc encore une fois, cette péréquation qui permettra d'avoir un coût minime pour une petite commune. Il n'y a pas de ticket d'entrée, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de participation à la construction de l'infra. Le financement se fait par l'abonnement annuel à l'objet, objet qu'on pourra commercialiser, parce qu'on a une activité de service au numérique au territoire importante. À Manche Numérique, on a une centrale d'achat qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Les communes de la Manche, mais aussi des collectivités extérieures à la Manche, ça nous permettra aussi de labelliser, entre guillemets, les réseaux les objets que l'on pourra brancher sur ce réseau. Et puis là aussi, quand une commune aura tel besoin, on mettra tel cas d'usage en face, on ira voir les autres. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais alors, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu de financement public au début qu'on a refusé cet appel à projet qu'aujourd'hui on n'en veut toujours pas. Maintenant qu'on sait que ça peut fonctionner sans, on est aussi en train de regarder comment on pourrait faire avec pour accélérer les choses. Bon, le message est bien passé, je crois. Et vous avez un catalogue maintenant que vous proposez aux collectivités, soit de capteurs, soit de services. Comment est porté le service auprès de petites collectivités notamment? Alors, on n'a pas encore de catalogue. Là, on en est encore à la phase d'expérimentation. On est en train de prendre la décision. On continue à discuter avec les EPCI. On est en train de prendre la décision de construire ce réseau. Le catalogue, encore une fois, on va calquer ce que l'on a avec notre centrale d'achat où on vend tout un tas de choses, depuis des téléphones portables, des ordinateurs, des licences de différents logiciels et bien d'autres choses. On va faire exactement la même chose. On va négocier les prix, et l'idée étant d'acheter à très fort volume pour pouvoir revendre à bas prix. Et puis on va aussi vérifier que les objets que l'on voudrait brancher sur notre réseau, ils sont fiables, il n'y aura pas de problème de souveraineté, il n'y aura pas de problème d'exploitation de la donnée après coup, parce que la souveraineté de la donnée, c'est effectivement un sujet qui nous intéresse énormément, et je pense que les collectivités doivent effectivement se saisir de ce type de sujet, et faire attention que les collectivités ne s'engagent pas sur des logiciels, sur des systèmes fermés, des logiciels propriétaires, et puis qu'à la fin de tel ou tel contrat, on leur dise « oui, tenez, voici votre donnée, mais elle ne sera pas exploitable parce que vous ne travaillez plus avec nous ». On a vu le rôle crucial de l'eau, la télérelève des compteurs. Est-ce que vous pouvez nous citer au moins un autre cas d'usage sur lequel vous travaillez activement ?
Oui, les capteurs de remplissage des points d'apport volontaires d'ordures ménagères. Enfin, en zone rurale, c'est un sujet. Hein. Le camion poubelle ne passe plus tous les matins devant chaque domicile. Aujourd'hui, ce sont des containers qui sont installés à droite ou à gauche. C'est un vrai sujet. Alors, ça peut paraître effectivement un peu au ras du sol hein, quand on parle de territoire connecté, mais voilà des sujets qui peuvent intéresser le maire d'une petite commune rurale. Je vais vous citer un exemple qui est vraiment, là aussi, on est tout à fait au ras du sol, mais il est extrêmement parlant. Quand on a emmené nos présidents de PCI à Saint-Étienne, le président d'un PCI est venu me voir, il m'a dit, écoute, je suis convaincu, pas en tant que président, mais en tant que maire, parce qu'il est maire d'une petite commune, et il a discuté avec un de ses homologues d'une commune de taille équivalente, qui lui expliquait que dans son école, il avait installé quelques capteurs de qualité de l'air, quelques capteurs de température. C'est pas grand-chose, mais à partir de ça, il s'était rendu compte qu'il n'ouvrait pas forcément les fenêtres au bon moment pour aérer les salles de classe, et qu'il faisait baisser la température, que la chaudière se mettait à chauffer un peu trop fort, pas forcément au bon moment, et qu'en plus de ça, il faisait pas forcément passer les équipes de ménage à la bonne heure, parce que là aussi, elles n'ouvraient pas les fenêtres quand il fallait. Avec ces capteurs, il a réussi à décaler les horaires des équipes de ménage qui ne travaillent plus le matin avant 6 heures, qui donc se lèvent moins tôt et sont aussi payés un petit peu moins cher, mais qui ont quand même une meilleure qualité de vie. Et puis, ils ont fait des économies d'énergie aussi. Et au final, les gamins dans les classes ont moins froid, respirent mieux et tout le monde est content. On est vraiment sur des choses extrêmement simples, mais voilà ce que peuvent être les cas d'usage que l'on va proposer en première intention aux communes de notre département. Et puis ensuite, on peut partir sur bien d'autres choses. Les cas d'usage, il en existe des centaines, et on fait tout à fait confiance aux industriels pour venir nous proposer des choses qui conviendront à nos collectivités. Bien, merci. Maxime Delplanque, le jeu collectif et la mise en réseau des acteurs du territoire est souvent signalé comme un des facteurs clés du succès de votre projet. Alors, comment ça s'est traduit en termes de gestion de la donnée, qui au final c'est le cœur du projet, c'est la donnée? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, GeoVendée opère depuis déjà quelques années dans la gestion de la donnée par la standardisation, la mise en commun de bases de données. Aujourd'hui, le GVLI, donc c'est cette plateforme d'interopérabilité qui lie tous les SI des collectivités, va évoluer. Et elle va évoluer pour que chaque collectivité soit indépendante dans l'administration des flux. C'est-à-dire que si le PCI A veut la base de données de PCI B pour comparaison, pour je ne sais quelle raison, pourra lui demander directement. Et ça, de manière avec une plateforme qui sera parfaitement ergonomique, et ce qui n'est pas possible aujourd'hui. On doit passer par GeoVendée qui doit mettre en place ce flux. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est aussi bien assurer la propriété des données. Hein, c'est pas parce que Vendée Numérique va déployer un réseau LoRa que les données des capteurs sont propriété de Vendée Numérique. Ça, c'est un point important aussi pour toutes les collectivités et tous les acteurs publics. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à discuter depuis un petit moment pour bien régir toutes ces règles de propriété de données actuelles, de données nouvelles, transformées, etc. Et puis demain, tout l'enjeu, ça va être aussi de pouvoir croiser les jeux de données pour imaginer de nouveaux projets. Typiquement, est-ce qu'un point d'apport volontaire est plein? Est-ce qu'il y a une corrélation entre un point d'apport volontaire saturé à telle date, on peut le corréler à une consommation plus importante d'eau potable dans tel secteur? Est-ce que c'est lié à une fête communale? Est-ce que c'est lié... Voilà, c'est tout cet enjeu-là qu'on est censé mettre en place demain. Philippe Raymond, vous avez évoqué parmi les objectifs de Connect Chalon le projet d'un jumeau numérique, peut-être revenir un petit peu plus tard. Est-ce que sur cette partie en particulier, vous avez eu une aspiration particulière d'autres collectivités avec lesquelles vous avez pu échanger? Sur le jumeau numérique, alors finalement c'est un double numérique, le jumeau numérique. Hein. C'est quelque part l'essence même du projet Connect Chalon en définitive. Après, on entend souvent par jumeau numérique une référence aussi à une modélisation 3D qui peut intervenir. Alors, c'est des choses qu'on a déjà testées, nous, en interne, sur la base de nos outils qui sont propres, notamment avec nos systèmes d'information géographique. Mais on est allé rencontrer effectivement d'autres collectivités qui se sont lancées. Donc on a rencontré Rennes Métropole, qui s'est lancée depuis longtemps sur le jumeau numérique, qui est très en avance sur cette partie-là pour voir ce qu'il est possible de faire. Dans leurs réflexions, ils vont vraiment très très loin. Je pense pas qu'on en soit encore là. Par exemple, ils ont pour idée
de mettre en place un store à partir de ce jumeau numérique qui permettrait à des entreprises du bassin de Rennes d'acheter des services sur ce store qui pourrait être par exemple un cas d'usage, une entreprise qui fait l'installation de panneaux photovoltaïques, connaître finalement quels sont les toits les plus attirants entre guillemets dans le cadre de leur projet. Donc ils vont très très loin dans leur réflexion. Ils ont mis en place quelque chose d'assez innovant. Donc voilà, on regarde ce qui se fait, on n'en est pas du tout là. À notre petite échelle, petit territoire, on a déjà quand même, parce que un projet Connect, on l'a peut-être pas assez dit, l'idée c'est quand même d'utiliser l'ensemble des données qui sont là depuis des dizaines d'années dans les collectivités et qui sont souvent mal valorisées et qui doivent permettre aux élus et aux décideurs territoriaux d'avoir des outils d'aide à la décision. Donc nous, on a fait par exemple un modèle 3D et quand on veut mettre une caméra sur notre territoire à un certain endroit, on est capable de la positionner en 3D et de regarder quels sont les cônes de projection de cette caméra et de valider avec le directeur de la sécurité publique si c'est intéressant, pas intéressant, voilà. Des choses comme ça, c'est un cas d'usage parmi tant d'autres. Alors, je pose la question aux deux territoires, Vendée et à la fois à Châlons. Vous avez dit, Maxime, vous avez utilisé des ressources des territoires, des livres blancs, vous êtes inspiré aussi de l'annuaire des entreprises. Au stade de développement dans lequel vous êtes l'un et l'autre de votre projet, est-ce que vous pensez que Numérique 360 pourra vous apporter quelque chose en plus? Est-ce que vous allez piocher dedans? Je commence. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que en Vendée, ce qu'on met en place, c'est vraiment un socle. C'est-à-dire que demain, il va falloir proposer, imaginer tous ensemble de nouveaux cas d'usage. Et donc, bien évidemment, ça passera aussi par les bonnes idées de nos voisins, des autres territoires. Et c'est un peu là-dessus qu'on compte sur la plateforme 360, Numérique 360. Caroline Defoe. Merci, c'est à peu près ce qu'on voulait dire aussi. Non, j'ai envie de dire que dans le projet Connect, il y a beaucoup de métiers qui sont déjà prévus. Puis il y en a encore plein qui ne sont pas dedans forcément, ou des cas d'usage qu'on envisage de faire monter à bord petit à petit. Et donc on aura besoin aussi, effectivement, et envie de voir comment nos collègues travaillent sur ces cas d'usage. Et puis je dirais que dans les cas d'usage qu'on met en place aujourd'hui, comme on est vraiment en construction, c'est vraiment... J'ai envie de dire qu'on apprend un peu en marchant, en tout cas moi peut-être un peu plus que Philippe qui est là depuis très longtemps sur le projet, mais on se rend compte qu'il y a évidemment des choses qui étaient prévues et puis peut-être il faut ajuster un petit peu. Et là le fait de pouvoir reboucler également avec des cas, je pense notamment aux antennes LoRa dont vous avez parlé puisqu'on en installe également, on est intéressé à savoir comment ça fonctionne et quels sont les écueils possibles ou au contraire les opportunités complémentaires. Donc c'est à ça je pense que ce type de plateforme peut servir clairement. Merci. Maxime Desplanques, le projet Vendée Territoire Connecté est lauréat du deuxième appel à projet DIAT, démonstrateur d'IA frugal pour la transition énergétique des territoires, donc projet piloté par la Banque des Territoires. Quel rôle a joué cet appel à projet dans votre calendrier, peut-être dans votre façon de faire? Est-ce que vous auriez fait le même projet sans cet appel à projet? Alors, une chose est sûre, c'est qu'en Vendée, on avait une vision et une commande politique. Dans tous les cas, le projet se serait fait, par contre, pas forcément de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est un projet collectif. Et l'appel à projet, en fait, nous a forcé à trouver des habitudes de travail ensemble, qu'on avait par l'historique, mais pas autant. Là, on a dû se poser tous ensemble, travailler pendant 6 mois avec tous les acteurs. Et on a créé une habitude de travail aujourd'hui qui nous sert parce que ça fluidifie aussi nos échanges et la mise en œuvre de toutes les briques de notre projet. Et deuxièmement, ça nous a aussi permis un petit peu de faire fi de ce qu'on connaît tous en collectivité, c'est-à-dire un petit peu de l'inertie liée aux différentes instances qu'il peut y avoir. Donc quand on a 4 syndicats, un département, 11 EPCI, et si on avait dû attendre que tout le monde délibère, on n'aurait peut-être pas eu le temps de répondre. Et en 6 mois, on a quand même réussi à avoir l'engagement de tout le monde, à boucler un projet qui a du sens et à aussi bien ficeler un plan de financement.
Jean-Luc Salaberry, on vient de parler de projets qui ont bénéficié d'une manière ou d'une autre de financement d'État. Or, on sait que les discussions budgétaires en cours sont très incertaines pour les collectivités. Sur les projets de territoire connecté et durable, faut-il impérativement compter sur l'État pour se lancer ? Quelle est la vision de la FNSSR là ? C'est dur comme question. Bien sûr qu'on a besoin de l'argent de l'État, mais on peut s'en passer. Voilà, je crois qu'une des leçons d'un certain nombre de projets de territoire, c'est que il y a évidemment, ce sont des projets de services publics durables qu'on est en train de mettre en place, et il y a probablement des gains de productivité, des gains financiers, des gains politiques à produire avec ces projets. Sinon, ils ne démarreraient pas. J'ai confiance évidemment en tous les élus qui se lancent dans ces projets, et je crois que les 3 projets qui sont là aujourd'hui illustrent véritablement mon propos. Je crois qu'il y a un véritable enjeu à ce qu'il y ait une pertinence des projets. On ne fait pas des projets pour faire des projets, on fait des projets parce qu'on en a besoin. Et si on en a besoin, à ce moment-là, on trouve des solutions. Voilà, c'est ça la méthodologie. Donc on a besoin, entre collectivités, de faire naître cette analyse du besoin, de manière à bien identifier ce besoin, le formater, le clarifier, le hiérarchiser, le prioriser, évidemment, parce que on imagine toujours 20 ou 30 cas d'usage. Hein, la FNSSR, avec nos adhérents, on est déjà à plus de 30-40 cas d'usage, donc pertinent. Et voilà, on se dit, bon, évidemment, une collectivité qui se lance dans un projet, elle commence par 2-3 cas d'usage, après elle en rajoute 2 ou 3 autres, et ainsi de suite. Hein. Il faut y aller pas à pas, ça a été dit, ça aussi. Hein. La méthodologie du pas à pas me semble assez évidente et pertinente. Elle évite d'abord de faire des erreurs, de prendre son temps. Je crois qu'il faut prendre son temps dans ce type de projet. On n'est pas pressé. Le numérique, ça fait 30 ans qu'on est lancé là-dedans avec l'Internet. Il y en a encore probablement pour 20 à 30 ans pour que ça se restabilise à nouveau à travers un Internet des objets, à travers une stabilisation aussi de la sécurité autour des projets numériques. Donc on est en phase de construction, on est un peu au milieu du gué dans cette numérisation des territoires et des politiques publiques numériques. Donc pour revenir au fond de la question, je crois que les collectivités peuvent se débrouiller sans argent de l'État, même si évidemment on en a toujours besoin. Mais vous avez bien compris, enfin, la question est posée dans une période où on est dans un contexte un petit peu particulier, chacun regarde l'actualité et voit bien qu'on est plutôt dans une phase où les budgets nationaux sont coupés. Dans les administrations centrales, c'est du moins 30, moins 40% hein, dans les administrations centrales. Donc il ne faut pas imaginer qu'il va y avoir beaucoup d'investissements faisables avec de l'argent public d'État, hormis évidemment l'argent qui pourrait venir de la Banque des Territoires. Et ça, évidemment, celui-là aussi, il est le bienvenu. Je pense pour toutes les collectivités territoriales. Hein, je fais un clin d'œil en même temps. Ça, c'était évidemment essentiel. Mais avec toujours cette analyse du besoin. Hein, et de bien clarifier le besoin avant de passer à l'acte de l'investissement. Je crois que ça, c'est la clé. C'est vrai sur le projet en général, c'est vrai aussi sur la data, puisqu'on voit que les systèmes d'information de data sont des dispositifs clés dans ces projets. Qui nécessite évidemment une maîtrise, nous on appelle ça la maîtrise un petit peu souveraine de sa propre gestion des données dans une collectivité territoriale. Si on ne le faisait pas, les citoyens évidemment seraient mécontents parce qu'on perdrait probablement leur confiance vis-à-vis de ces systèmes d'information. Donc il y a besoin aussi que dans l'analyse de ces systèmes d'information, on aille à l'essentiel, on ne fasse pas n'importe quoi, on définisse bien d'abord ce qu'il y a à construire avant de s'y atteler. Je crois que ça, c'est un élément important. Quelle est la première recommandation que vous donneriez à une collectivité qui veut se lancer sur un projet de territoire connecté et durable? C'est ça, c'est allez-y, jetez-vous à l'eau. Alors, jetez-vous à l'eau, c'est pas la phrase que j'emploierais de premier abord. Ou alors, en étant sûr qu'ils savent nager. Mais non, je pense qu'il faut y aller. Non, mais je crois que ça a été clairement présenté hein, dans les méthodologies des projets qu'on a vus. Hein. On discute avec les collectivités qui sont déjà parties, on avance tout doucement, on réfléchit. Quelles sont finalement les orientations politiques du territoire qui semblent prioritaires, la demande politique, quoi, qui doit être la clé. Je crois que c'est important, mais ça aussi, ça a été dit, qu'il y ait un politique qui gouverne le projet,
Ce n'est pas les techniciens qui doivent gouverner les projets, ce sont les politiques qui doivent gouverner les projets. Et donc, je crois que ça permet à la fois de sécuriser les techniciens et puis de donner une envergure au projet qui est bien supérieure finalement à un petit projet technique qui évidemment a du sens, mais qui, pour les citoyens, pourrait... En tout cas, ce ne serait pas visible forcément pour les citoyens. Donc, je crois que la méthodologie, elle est là. Et puis, peut-être que les points clés, ça évolue, mais on voit bien qu'il y a de plus en plus de systèmes d'information publique qui sont attaqués, qui sont hackés. Et je crois que concevoir un projet nativement sécurisé, avec une pensée sécurité dans la construction de ce réseau IoT, de l'achat des capteurs, de la plateforme de données. Je crois qu'on a besoin, sinon on va créer des fragilités dans nos services publics. En numérisant, on va créer des fragilités. Donc il y a besoin véritablement de penser le projet avec l'orientation cybersécurité. Je rappelle que le sénateur Chaise est rapporteur d'un texte de loi au Sénat qui va commencer, donc les travaux ont commencé depuis hier ou avant-hier, sur la transposition de la directive Nice qui va s'appliquer à quasi toutes les collectivités territoriales. En tout cas, les 3 qui sont là vont y passer. Alors, certaines ont déjà fait les efforts, effectivement, pour parer le coup, si j'ose dire, mais je crois que voilà, cet enjeu de la cybersécurité pour les territoires me semble essentiel. Je relis ça encore avec la confiance que les citoyens doivent garder dans les services publics. Hein. C'est vraiment un élément essentiel. Si les citoyens s'aperçoivent que tous les 4 matins, leurs données se retrouvent sur le dark web parce que la collectivité n'a pas sécurisé le système d'information, bah, ça c'est un vrai problème politique. Pas technique, hein, politique. Voilà. Et je crois que c'est là que, évidemment, c'est le point prioritaire qu'il ne faut pas éviter, quoi. Voilà. Certains projets ont un retour sur investissement avéré. Je pense à l'éclairage public, quand on passe de l'éclairage traditionnel à la LED. On a parlé de la télé-relève de compteurs d'eau également. Un ROI, retour sur investissement avéré, mais parfois un peu long. Quelles peuvent être les solutions pour faire face à des besoins de financement qui sont parfois un petit peu lourds? Moi, je pense à plusieurs choses. D'abord, il y a le financement par les métiers eux-mêmes. Bon, le projet AREN, par exemple, a démarré par un réseau LoRa sur la collecte des déchets, les supervisions de collecte des déchets dans les grands bacs collectifs. C'est au départ la direction de déchets qui a financé l'initiation du projet. Et puis, une fois que ça a pris, la mayonnaise a pris, c'est rentré dans un modèle plus industriel avec la DSI qui s'en préoccupe et ainsi de suite. Mais ça montre bien que pour une direction des déchets qui gère probablement plusieurs centaines de millions d'euros sur la métropole de Rennes, hein, c'est ça en fait le budget du déchet, eh bien évidemment un réseau LoRa qu'on va dire inclusive, et c'est pas si cher que ça, quoi. Voilà. Si on fait une économie de 10% sur la gestion des déchets ou sur la collecte des déchets, vu les budgets impactés, évidemment, là pour le coup il y a des ROI qui peuvent être très très rapides. C'est vrai pour l'urbain, c'est vrai pour le rural. Donc c'est vrai aussi pour l'éclairage public, tu l'as dit, hein, je crois que ça c'est un élément vraiment très important. Alors même si l'éclairage public c'est aussi un enjeu de changement de mode d'éclairage, pas seulement évidemment lié à la numérisation, mais voilà, je crois que cette méthodologie d'aller chercher les budgets aussi des métiers, c'est un élément important. On a vu, bon, l'argent de l'État, ça va être compliqué de plus en plus. Moi, je pense qu'il y a évidemment la dette, hein, ça peut être la dette. Et puis quand on a des difficultés, évidemment, l'enjeu, c'est la mutualisation. Si on peut pas, si on a du mal à trouver des modèles économiques, il faut avoir des modèles un petit peu plus larges par rapport à un territoire. Probablement que, moi j'ai l'habitude de dire que voilà, un territoire d'agglomération
Aujourd'hui, elles sont grandes, hein, les agglomérations en termes territoriaux. Hein. Elles ont une surface qui ont bien grandi avec l'élargissement du nombre de communes dans les agglos. Mais voilà, un projet d'agglo, ça a du sens. Un projet départemental a du sens, quoi. Voilà. Si, en dessous, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, on peut initier des projets à la taille en dessous, mais vraiment, il y a un enjeu à mutualiser, si possible. D'ailleurs, on ne pourra pas avoir des plateformes de données dans toutes les communes de France et de Navarre, quoi. Enfin, on ne va pas s'en sortir, hein. Il faut absolument qu'on mutualise aussi ce poste clé qui est celui de la plateforme de gestion des données. Nous, on a l'habitude de dire que c'est quasiment une compétence, hein, de gérer les données de façon souveraine pour le service public, pour l'intérêt des citoyens. Même si ce n'est pas une compétence dans le Code général des collectivités, ça y ressemble en fait. Dans la réalité, ça y ressemble. Quand on regarde le projet de Rennes, par exemple, les plateformes de Rennes, c'est quasiment un service public de la donnée qui est déjà créé et donc qui a toute sa légitimité. Donc la mutualisation, quand on a des difficultés financières, ça me semble aussi un aspect très important. Merci. Le temps file. On va avoir une dernière question pour Antoine Delaunay. Donc, avec le recul de l'expérience, qu'est-ce qui pourrait, à votre sens, faciliter pour les collectivités qui se lancent aujourd'hui sur ce type de projet, quelle que soit d'ailleurs l'échelle sur laquelle ils se lancent, qu'est-ce qui pourrait leur faciliter une mise en œuvre et un déploiement plus paisible que ceux que vous avez vécu? Parce que, bon, vous n'êtes pas rentré dans le détail, mais c'est une longue histoire à Manche Numérique. Vous avez rencontré pas mal de difficultés, vous avez dû batailler avec pas mal d'acteurs. Est-ce qu'il faut encadrer le développement de territoires connectés par un plan d'État? Je vous pose la question avec votre casquette plutôt Avica que Manche Numérique pour le coup. Merci de me poser cette question et de me tendre cette perche. Effectivement, je vais y répondre en tant qu'administrateur de l'Avica, parce que c'est bien la CID que je suis invité aujourd'hui. Je représente le sénateur Patrick Chaise, qui est excusé, mais voilà, les parlementaires, au-delà du texte dont il est le rapporteur, les parlementaires sont assez occupés en ce moment et on fait confiance à Patrick pour défendre ce qu'il pourrait rester des budgets du numérique dans une période un peu compliquée. L'Avica considère qu'il manque un plan essentiel pour parachever la transformation numérique tout en contribuant à la transition écologique de la France. C'est un projet que l'on porte depuis 2 ans et demi, depuis juillet 2021. Un projet de plan France Territoire Durable et Connecté, le PFTDC, dont l'objectif serait de rechercher un accord sur une famille d'usage de l'Internet des objets aux bénéfices avérés pour les usagers, l'environnement et les finances publiques. Alors, ça devrait concerner toutes les collectivités, et notamment les plus rurales, et notamment les zones moins denses, parce que c'est bien l'ADN de l'Avica que de faire en sorte que ce qui est développé dans des collectivités riches et importantes puisse bénéficier aussi à des collectivités plus restreintes. Et c'est aussi l'ADN de Manche Numérique, c'est la mutualisation. C'est quelque chose qui nous paraît essentiel sur notre territoire. Bien évidemment, ça ne pourrait se faire qu'avec l'appui de la filière des objets réseaux territoires connectés. On ne pourra pas faire sans les industries. On ne pourra pas faire non plus sans l'État. Et c'est bien pour ça que ce plan que porte l'Avica, c'est un dispositif structuré qui serait financé par l'État, alors avec les difficultés que l'on sait aujourd'hui, ou ses satellites, comme la Banque des Territoires, sur ses missions d'intérêt général, qui serait donc adapté à la diversité de tous nos territoires, et sur une échelle de temps relativement réduite, comme a pu l'être le plan France Très Haut Débit, pour réellement initier les choses. L'intervention de l'État sur le plan France Très Haut Débit, elle a été massive au territoire national, mais rapportée au projet, je crois que chez nous, c'est moins de 20% le financement de l'État. C'est beaucoup, mais finalement, c'est pas uniquement avec ça qu'on aurait pu faire. Ensuite, les collectivités ont largement mis la main à la poche, et puis le privé est venu aussi à travers une DSP qui va durer un certain temps. Mais encore une fois, si l'État n'avait pas été là, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, bah oui, ça a été compliqué de lancer le déploiement d'un réseau FTTH dans la Manche, et considérablement, le plan France Très Haut Débit nous a permis de faire avancer les choses. Alors pour autant, on ne va pas calquer le plan France Territoire Connecté et Durable sur le plan France Très Haut Débit, parce qu'il y a quand même 2 différences importantes. C'est qu'on n'a pas besoin d'un seul réseau IoT en France qui serait équivalent sur l'ensemble des territoires, et puis on n'a pas non plus la possibilité d'un zonage entre zones rentables et non rentables. Et puis le coût de déploiement des réseaux représente une part relativement faible des fonds à investir. Il y a bien d'autres sujets derrière. En revanche, on s'inspirerait de ce plan France Très Haut Débit parce qu'il faut un objectif politique national ambitieux. C'est probablement le plus important. Ce qui est effectivement ce portage politique national
pour dire les territoires connectés et durables, c'est pas simplement un débouché pour les industriels, c'est pas simplement quelque chose qu'on peut faire voilà, quand les réseaux FTTH fonctionnent, il y a réellement un intérêt pour nos collectivités. Et il y a encore un cap à franchir dans les territoires les plus ruraux, notamment où on est encore un petit peu éloigné. Il faudrait des aides, parce que bien évidemment, voilà, les finances sont toujours le nerf de la guerre, des aides qui favoriseraient un pavage de l'ensemble du territoire à partir d'un cahier des charges partagé, et ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important, tout en laissant les collectivités s'organiser librement, parce qu'effectivement on a vu que malgré tout on a réussi à partir seul, en expérimentant, voilà, avec des solutions différentes, des idées différentes au départ, mais malgré tout on arrive à avancer, et puis une mobilisation du secteur privé qui est indispensable, et des fonds d'investissement ainsi qu'une industrialisation qui serait permise par l'ampleur des investissements prévisibles à moyen ou à long terme. Ce plan national, ce serait donc un guichet ouvert en permanence et non des appels à projets incessants, un cahier des charges précis prenant en compte les dernières avancées techniques au fil de l'eau et une gouvernance partagée entre l'État et les collectivités, en laissant notamment la part belle aux syndicats mixtes numériques quand ils sont constitués. Et là, je reprends ma casquette de président de Manche Numérique. Effectivement, je pense que nos structures sont parfaitement adaptées à la gouvernance et au portage de ce genre de projet. Bien, merci, c'est une belle conclusion. Alors, je pense qu'on est un peu short sur le temps, donc on va se contenter d'applaudir ces messieurs. Maxime, un mot super bref. Pardon, juste très très bref pour faire la conclusion. J'ai volontairement été assez compendieux dans la présentation du projet Vendéen. Et c'est normal parce que d'ici quelques semaines, vous retrouverez un retour d'expérience sur la plateforme numérique 360. Merci de cette précision. Merci à toutes et à tous. Et vous êtes tous invités au forum numérique de la FNCCR le 28 novembre. Et le 3 décembre. C'est la petite page de publicité de chacun. Il y a aussi le trip de la Vica bientôt. Voilà, je nomme tous les partenaires. Merci. On a vu ces retours d'expérience là. Ils sont précieux pour les territoires. Et puis voilà, vous les retrouverez sur Numérique 360. Antoine Delaunay l'a évoqué, et puis les collectivités et les projets qui ont été cités l'ont évoqué. Il est important aussi d'avoir en face des porteurs de projets, des industriels qui sont capables de livrer ces cas d'usage-là, de s'adapter aussi à la complexité des projets des territoires. Et donc là, on passait à la partie parole aux industriels, et puis Bertrand Blaise, va venir, donc président de la commission Territoire connecté, durable, infranul, va nous exposer rapidement, Bertrand, désolé, les travaux de la filière. Merci. C'est celui-ci, ça marche. Sur délicat de passer en dernier quasiment, parce que du coup le temps se rétrécit. Donc j'avais à peu près 30 minutes à la base que je vais faire en 5 minutes pour vous présenter ça. Donc c'est vrai que cette plateforme, on l'attendait aussi. On a vu tout à l'heure la partie sur les projets qui ont été lancés, sur l'attente des territoires à pouvoir industrialiser, répliquer, partager. Le gros du sujet aussi qu'on a pu voir, c'est le fait que les différents métiers puissent travailler ensemble sur un projet commun et d'avoir cette visibilité-là. Nous, côté fédération, donc Infranum, on représente plutôt le pendant industriel dans ce cadre-là. Et l'idée, quand même, c'est que les offres de solutions puissent coller à la demande et aux attentes des territoires. Sinon, chacun est dans son stylo et on finit par ne pas nécessairement converger. Je rejoins sur l'appel au grand plan, en tout cas au plan de financement, qui serait aussi quelque chose qui permettrait de pouvoir faire émerger les projets. On est complètement inscrit dans cette approche-là. Là, je vous ai mis un peu les travaux que l'on réalise au sein des différents groupes de travail. Donc, dans la fédération, on va retrouver l'ensemble de la chaîne de valeur des différents acteurs, les conseils, les industriels, les éditeurs de plateformes, les différentes offres de solutions. Et c'est une fédération qui travaille beaucoup. Et donc, vous voyez à peu près les différents types de porteurs. Donc, sur les 3 dernières années, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur des thématiques qui regroupent aussi bien les sujets d'interopérabilité des différentes plateformes, parce que c'est aussi un sujet, on a une vision dans le sens où si on doit mettre des solutions sur les territoires, ces solutions doivent être interchangeables et que les différents industriels n'aient pas nécessairement, effectivement, on a eu quelques exemples tout à l'heure, un lien très fort sur la solution qui est réalisée, de telle manière que par la suite, s'il y a besoin de changer, en fait, l'ensemble des données produites, l'ensemble des solutions qui ont été mises sur le territoire puissent être reprises par la collectivité, parce qu'avant tout ce qui est produit sur le territoire doit rester propriété
du territoire. Le deuxième point qu'on a sur les travaux qui ont été aménagés, on en a parlé tout à l'heure, la partie réseau LoRa, mais c'est pas que. En fait, on pense aussi qu'en fonction du cas d'usage, c'est l'usage qui va choisir après derrière la technologie. Et il existe plein de technologies, la fibre, la radio, la 5G, enfin la 4G, 5G, la partie LoRa. C'est vrai que le socle LoRa est quelque chose quand même de très efficace quand on va chercher de la sobriété et des cas d'usage avec très peu de données, mais en long terme. Et on ne va pas mettre pour un compteur connecté une alimentation électrique et un routeur 5G, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que Maxime, dans le projet de Vendée, illustre bien. Puis d'autres thématiques, je ne vais pas tous les lister, mais des sujets autour de la cybersécurité. De la même façon, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure. L'intérêt, c'est que l'ensemble des projets qui soient lancés soient pensés directement cyber by design. C'est-à-dire que si on rajoute a posteriori et qu'on essaie de boucher les trous de sécurité d'un projet qui a été lancé, ça coûte très très cher. Si on le pense initialement quand on lance le projet, c'est quand même beaucoup plus efficace. Les derniers projets qu'on a portés au sein d'Infranum, c'est 3 sujets qui sont pour nous importants quand on se lance sur ces projets-là. Le premier, c'est l'ensemble des schémas directeurs. On parlait des SDUS avant. On a tout à l'heure avec la Manche, on a appelé ça le SDROC. Enfin, c'est l'évolution de ces schémas directeurs qui incluent en fait ces projets de territoire connecté et comment les bâtir. Il y a beaucoup d'échanges qui sont faits avec les différentes fédérations de collectivités pour pouvoir avoir une vision un peu partagée sur ces thématiques-là. Le point financement des projets, alors on a été lancé sur le rapport de Valérie Nouvelle sur ce cadre-là avec le fonds vert. Bon, malheureusement, comme on en a largement parlé, les finances sont ce qu'elles sont et bon, il y a des coups de rabot un peu partout. Mais quelque part, à la différence du plan très haut débit, pour se lancer sur ces projets-là, il ne faut pas des dizaines de millions d'euros. Peut-être une étincelle de quelques centaines de milliers d'euros à l'échelle d'un territoire, ça pourrait déjà démarrer. Et donc on milite aussi pour ce pot commun qui permettrait d'avoir, à partir du moment où on respecterait quelques règles, éventuellement une mutualisation qui se ferait avec des syndicats, avec différents métiers, ou rentrer dans un cahier des charges type, ferait que le projet serait éligible à cette petite étincelle qui pourrait lancer ces différents projets. Et le dernier point qu'on a travaillé, c'est les critères de performance. On a eu l'exemple tout à l'heure des MPGP. Quand on lance un MPGP, c'est comme tout, c'est que en fonction de la profondeur et des engagements qu'on va mettre en place, ça peut se retrouver très fortement dans les tarifications et dans le budget global qui est fait. Donc plus on est gourmand effectivement sur les obligations de résultat, plus quelque part l'industriel va aussi prendre des provisions. Donc il faut trouver aussi le bon équilibre. C'était aussi le travail qu'on a réalisé au sein de la fédération sur la vision des industriels en disant on peut faire plein de choses. Excusez-moi, mais il faut trouver le bon équilibre entre l'engagement et la performance économique du projet après sur une durée de projet qui peut être assez longue sur 12 ans. L'ensemble je vais pas être beaucoup plus long que ça parce que l'heure tourne et il faut que je laisse un peu de place. L'ensemble de ces sujets-là, vous allez les retrouver sur des webinaires qu'on réalise à peu près tous les 2-3 semaines sur lesquels vous pouvez les suivre l'ensemble de ces webinaires. Ce qui est hyper sympathique pour nous, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un mixte collectivité industrielle qui se connecte avec beaucoup de questions. Et on était déjà un peu dans ce partage et qu'on souhaitait avoir entre la partie publique et privée. Et quelques événements. Le prochain événement qui a lieu, je crois que c'est le lundi prochain, ou le 25 novembre, qui sont les rencontres des territoires connectés durables, en partenariat avec la Banque des territoires, la VICA, la FNCCR et Déclic. Pas tout le monde encore, mais ça aura lieu donc le lundi, la veille du trip de la VICA. Je vais juste rajouter, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, voilà, si. C'est important quand même. Le chaînon manquant qui était effectivement la chose qu'on a poussée au sein du comité de stratégie de filière, qui était un peu le centre de ressources, c'est cette plateforme qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Et l'intérêt justement de pouvoir avoir pour les offreurs de solutions qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens, ça c'est aussi un sujet, qu'il y a des très très beaux projets qui se réalisent avec des startups locales, avec des entreprises qui ont fait des super jobs, mais qui n'ont pas nécessairement des gros services communication, des gros budgets marketing. L'intérêt en fait de ce type de plateforme qui va être lancé, c'est de pouvoir avoir une visibilité à peu près égale sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, en tout cas pour nous industriels et pour la filière. Et aussi, quelque part, ce contrôle de ce qui est fait, puisque chaque projet, on l'a vu tout à l'heure sur la démonstration et le petit film qu'on a vu, vient avec une référence pour pouvoir s'assurer effectivement que le projet a bien fonctionné. Puis pour les prises de contact ou des prises de référence, c'est quand même plus efficace. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous
qui était attendu, donc on est très content que ce soit lancé. Donc je pense que tout le monde va ce soir mettre son compte sur la plateforme et faire vivre en fait l'ensemble de cette plateforme. Donc on contribuera aussi avec les différents travaux de la fédération pour pouvoir les remettre après en tant que contenu, au-delà de tous les 10 articles par semaine, c'est ça ? 2, j'ai bien compris. Voilà, c'est tout ce que j'avais sur le sujet. Encore merci pour cette plateforme. Merci Bertrand, oui c'est bien 2 articles, on pourra en mettre 10, voilà notre ambition. Vous l'avez vu dans le petit film, c'est une place de marché qui dès aujourd'hui recense 207 exactement entreprises, et puis on invite tous les offreurs de solutions, que ce soit public ou privé, à s'y renseigner. Parmi ces 207 entreprises, il y en a une, UpCity, Jean-Baptiste Paul-Jacques, j'invite à me rejoindre. L'entreprise UpCity qui œuvre aux côtés de la région Bourgogne-Franche-Comté dans un projet d'envergure, un projet qui est lauréat aussi d'un appel à projet Territoire intelligent et durable. Jean-Baptiste, il va falloir faire court en mode pitch. Je ne te trahirai pas. Vous le verrez sur la plateforme. Les fiches offreurs ont un ton un petit peu plus neutre peut-être que ce qu'on peut retrouver dans un pitch, mais l'objectif reste le même, en tout cas faire connaître les entreprises et les solutions. Jean-Baptiste, c'est à toi. Merci beaucoup de nous laisser la parole ce soir. Donc c'est la fin de journée, donc vraiment je vais faire bref et je ne vais pas vous faire une page de pub. On a parlé beaucoup depuis le début de concret, de savoir pourquoi les villes faisaient ce genre de projet. Donc je vais vous lister en fait plutôt des références qu'on a aujourd'hui et ce que la collectivité nous a dit au début du projet. Et je pense que c'est ça qui est un petit peu le fer de lance de tous les projets dont on parle. Donc nous, on a la chance de travailler en direct avec les collectivités, donc on entend très bien leur message et la problématique qu'elles nous donnent au moment de la genèse de ce type de projet. Donc juste UpCity à la base, c'est une solution de gestion de la donnée. Donc c'est un petit peu vague. Donc pour vous donner des exemples, on va nous dire, par exemple, on a envie de réduire le trafic dans le quartier des Batignolles, dans le 17e, en enlevant les véhicules qui tournent pour rien sur du stationnement. Voilà, ça, c'est le genre de demande qu'on peut avoir. On va nous dire, on veut augmenter l'utilisation du train dans Grand Paris Sud en facilitant l'accès au parking P+R. Donc voilà, donc ça c'est une chose très concrète, c'est un besoin très concret qu'on peut quantifier. En plus, on peut savoir si avant le projet et après le projet, on a réellement eu un impact en déployant tout ce qu'on a déployé. On a d'autres choses qui peuvent être, par exemple, réduire le temps d'attente aux déchetteries à Metz. Voilà, donc on a des déchetteries à Metz où on a un monitoring de ce qui est du nombre de véhicules. C'est envoyé sur un widget sur le site de la ville. Ça permet d'informer, de ne pas aller au moment où on a des pics de fréquentation, etc. On peut avoir mieux répartir les flux touristiques à l'île aux Moines. Donc en fait, à l'île aux Moines, vous avez une partie nord, une partie sud pour les Bretons. La partie sud n'est jamais visitée parce que on n'est jamais moins visité. Je vais me faire taper dessus, mais on a vu ça en fait en faisant du flux piéton et en comprenant en fait le système et avec une signalisation qui a été changée après le projet, et on a vu qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui passaient sur ces chemins-là. On a aussi des choses comme réduire la consommation de l'éclairage public dans le Loiret. Donc en fait, on fait de l'asservissement de l'éclairage public en fonction du trafic sur la tangentielle autour d'Orléans, par exemple. On a après des choses encore plus... réduire les pics de tourisme à Florence. Donc on compte le nombre de personnes à Florence. Il y a des offres qui sont envoyées en temps réel pour dire, voilà, tel musée à l'autre bout de la ville sera gratuit de telle heure à telle heure, pour essayer de dispatcher et d'éviter d'avoir les pics de fréquentation qui génèrent des déchets, des bagarres, des problèmes, des accidents, etc. Et donc le dernier, par exemple, la rotation des places, ça c'est intéressant aussi, pour augmenter la fréquentation dans une rue commerçante à Montréal, par exemple, où on avait beaucoup de voitures qui restaient très longtemps, ce qui faisait que les gens qui voulaient venir dans le centre commerçant finalement, on ne le faisait pas parce qu'ils ne trouvaient pas de place. Donc, il y a toute une politique publique qui s'est construite autour de ça. Et nous, on était là pour fournir la donnée. Donc, c'est ce genre d'exemple. Et c'est toujours intéressant de partir de là. Parce qu'après, on a aussi parlé beaucoup de techno, etc. Mais ça vient après. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on répond à tous ces cas d'usage qui paraissent très différents de la même façon. Donc, on a 3 briques. On a une brique qui est la captation. Donc, ce que vous voyez là, on a des capteurs d'analyse d'image qui sont installés là sur des mâts d'éclairage. Donc, c'est des capteurs d'analyse d'image embarqués, c'est-à-dire que c'est des caméras avec une résolution très limitée.
j'aime bien dire que ce sont des mauvaises caméras qu'on fabrique. On n'a pas la possibilité, si on voit l'image, de reconnaître homme, femme, lire une plaque. Enfin, vraiment, donc toutes les données personnelles qu'on pourrait capter avec une caméra, nous, on a volontairement choisi de ne pas pouvoir les capter. Et ensuite, l'analyse se fait localement dans le capteur. Donc, il n'y a pas à avoir d'infrastructure haut débit pour remonter les vidéos et les flux. Donc, ça s'installe en 20 minutes, c'est facile. Et ça permet de sortir des infos sur le parking, le trafic piéton, déchets, etc. Et ensuite, les deux autres briques, on a une plateforme de gestion de la donnée, c'est-à-dire qu'on a les données qui viennent des capteurs et de l'ingestion de données de tout ce que la ville peut avoir. Donc, soit elle a déjà des capteurs, soit elle a des sources d'open data, soit elle a des sources type Waze, qu'on intègre aujourd'hui, l'API Enedis, on a tous les compteurs, on a aussi des choses sur la qualité de l'air, etc., pour avoir toute la donnée au même endroit et de pouvoir l'analyser. Et la dernière brique, qui est peut-être la plus importante, qui est la brique d'automatisation, c'est-à-dire c'est elle qui permet de prendre action, et donc de pouvoir créer des schémas de données en disant, bah voilà, s'il y a plus de 4000 personnes sur la place, envoie un mail à un tel, à la police municipale ou à tel ou tel service. Si tu vois un déchet à tel endroit, envoie ça à la voirie. Si tu vois que cette voiture est garée depuis plus de 4 heures, eh ben, tu envoies ça à la PM, etc. Ou si tu vois qu'il y a plus de X voitures par minute sur la tangentielle, envoie en API à l'API du fournisseur d'éclairage public pour aller régler l'éclairage. Et donc toute cette chaîne-là, elle permet nous d'aller voir des villes très petites. Notre plus petite ville, elle a 85 habitants. On aime beaucoup, Châteauneuf en Auxois. Et on a Paris, Monaco, Albany aux US, Dublin, Ohio, il y a Chicago en bas. Donc il n'y a pas d'histoire de taille de ville. On ne focalise pas forcément sur les métropoles. Et donc c'est pour ça aussi que nous, on voit que le budget, qui est un des sujets dont on a discuté, avec des petites villes, on arrive à dimensionner des projets qui sont faisables sans forcément avoir recours à des subventions et qui peuvent fonctionner sur le budget de la ville. Et donc juste pour terminer sur le numérique 360, la question qu'on nous pose tout le temps dans les collectivités, c'est où est-ce que je pourrais trouver des capteurs de qualité de l'air ? Vous savez, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ceci, déjà fait cela ? Donc nous, on répond avec l'expérience qu'on peut avoir, mais on n'a pas d'endroit bien précis où les renvoyer en disant, bah, si vous allez là, vous aurez tout ce qui se fait, vous aurez des retours d'expérience, vous ne pourrez pas vous tromper parce que vous n'allez pas tomber avec cette marque de capteur qui ne fonctionne pas ou je ne sais quoi. Et donc pour moi, ça, le sourcing des entreprises, il est primordial. Et même si on peut imaginer que dans les grandes villes, il y a des services qui sont plus à jour sur ce qui se fait, c'est pas forcément le cas, peut-être même pas loin de là même. Donc je pense que la plateforme comme ça, elle va vraiment pouvoir aider des toutes petites collectivités et des très grosses à vraiment se faire une idée de ce qui se fait ailleurs et de pas tomber dans les mêmes travers, parce que c'est arrivé quand même beaucoup de fois de refaire les mêmes erreurs à nouveau qu'on aurait pu éviter. Et donc moi je pense que le numérique 360, ça va beaucoup aider les collectivités à au moins avoir un panorama assez large de ce qui se fait et de choisir en toute connaissance de cause. Ça va, Diane? J'ai pas trop. Ça va, on est en retard, mais on est très bien. Merci Jean-Baptiste. Il est temps pour nous de conclure l'événement avec un petit peu de retard, mais on va quand même accueillir Jeanne Carès-Devoc, responsable innovation et données territoriales de la Banque des Territoires. Pour cette conclusion, Jeanne pilote Numérique 360 et œuvre à l'élaboration de cette plateforme. Et puis je te laisse la parole pour cette conclusion et puis nous annoncer les prochains rendez-vous. Merci. Bonsoir à tous, ça fonctionne ? Parfait. Nous avons, je crois, grâce aux interventions de cet après-midi, brossé un portrait assez complet de ce qu'on peut et surtout ce qu'on pourra retrouver sur Numérique 360. Je tiens à remercier chaleureusement les intervenants et merci également pour tous les cas d'usage pour numérique que vous nous avez donnés pour Numérique 360. Très intéressant pour nous. Juste un mot, moi je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de sortir cette plateforme. C'est pour nous un grand jalon de tout l'accompagnement qu'on a mis en place des collectivités locales depuis quelques années. Et sur le volet digital, en fait, on avait commencé par, certains d'entre vous le connaissent, l'annuaire Smart City. Et cet annuaire Smart City, quand on l'a mis en place, nous, dès le départ, on avait envie d'y mettre du contenu. On avait envie de le compléter, cet annuaire, et puis aussi de le moderniser. Et donc, on sentait bien que c'était qu'une brique du parcours. C'est chose faite aujourd'hui. Donc, merci à toute l'équipe qui travaille sur ce projet. On est heureux de travailler avec nos partenaires sur cette plateforme qui sera continuellement enrichie. Les chiffres de l'Observatoire Data Publica qui ont été publiés mardi parlent d'eux-mêmes. 63% des collectivités locales expriment des difficultés quand elles mettent en place un projet data
à cause d'un manque de compétences. Et quand on demande cette question aux communes de 3 500 à 10 000 habitants, elles sont 86% à estimer qu'elles manquent de compétences. Et donc, on espère modestement que Numérique 360 sera une des briques sur lesquelles les collectivités pourront s'appuyer pour mener à bien leurs projets. Et donc, comme on l'a dit, je vous invite à aller voir et les offreurs, bien sûr, à s'inscrire. Ce qui est intéressant dans les expériences qu'on a vues cet après-midi, c'est qu'il y a beaucoup de chemins possibles. On voit de plus en plus de projets dans les territoires, qu'ils soient des projets ciblés, qu'ils soient des projets globaux. Il y a des projets, on a parlé aujourd'hui des appels à projets TID, DIAT, territoire intelligent et durable, et il y a une forte visibilité de ces lauréats, mais on voit aussi beaucoup de très nombreux projets partout en France. Et puis, vous avez rappelé tous autour de la table, collectivités interconnectées, FNCCR, Avica, Infranum, qu'on peut imaginer des solutions, mener des projets complexes à condition de structurer les choses et de s'organiser. Vous nous avez parlé mutualisation, vous nous avez parlé gouvernance, vous nous avez parlé implication des agents, vous nous avez parlé expression de besoins. Et sur les sujets numériques, data, territoire connecté et durable, enfin, tous ces sujets-là, on en a parlé beaucoup, mais je trouve que l'écosystème public et privé est quand même très actif et il s'attelle depuis quelques années maintenant à la fois à accompagner les territoires, les outiller et structurer une filière. Et alors, pour finir, chacun a parlé des événements, et bien nous aussi. Donc, cet événement aujourd'hui s'inscrit dans un cycle data et intelligence artificielle du Hub des territoires. C'est le deuxième événement et on aura 6 événements sur ces sujets-là. Et je voulais vous dire que le prochain aura lieu avec les interconnectés le 21 janvier, ici et à distance. Et maintenant, je dis au revoir aux personnes qui nous suivent à distance et j'invite les présents à partager un pot ensemble. Alors, vous n'avez pas eu le temps de poser des questions. J'en suis désolée pour cette distance, mais ceux qui restent ici, vous pourrez venir les poser à nos intervenants tout de suite. Merci à tous.